La zone verte de Bagdad a été le théâtre de violences ce lundi après le retrait politique du leader Moqtada al-Sadr. 15 de ses partisans ont été tués. L'armée ukrainienne tente de reprendre la ville de Kherson avec une offensive majeure attendue depuis des semaines. Moscou affirme que c'est un échec. Olaf Scholz a livré sa conception de l'avenir de l'Europe. Le chancelier allemand plaide pour un élargissement de l'Union européenne et la fin du droit de veto. Le Royaume-Uni enregistre la pire inflation des pays du G7. Face à la dégringolade du pouvoir d'achat, les grèves s'étendent. Tirs d'armes et explosions, la zone verte de Bagdad a sombré dans le chaos ce lundi. En cause, la décision du leader chiite Moqtada al-Sadr de se retirer définitivement de la politique, laissant libre cours à ses partisans. Ces derniers ont pris d'assaut le palais de la République. 15 d'entre eux ont été tués par balles et 350 autres blessés lorsque les forces de l'ordre ont tenté de les disperser. Plus tard dans la soirée, au moins 7 obus de mortier sont tombés dans cette zone ultra sécurisée qui abrite des ministères et notamment l'ambassade américaine. Washington a appelé au calme et au dialogue et a indiqué que la sécurité, la stabilité et la souveraineté de l'Irak ne devaient pas être mises en danger. Un couvre-feu a été mis en place sur l'ensemble du pays à partir de 19 h. Le chef chiite Moqtada al-Sadr, arrivé en tête lors des élections législatives d'octobre 2021, a été incapable depuis de constituer une majorité. Il demande depuis des semaines de dissoudre le Parlement et d'organiser de nouvelles législatives anticipées. Déjà plongé dans une crise économique et sociale, l'Irak est embourbé dans une impasse politique depuis ce scrutin. Le pays n'a toujours pas de Premier ministre ni de nouveau gouvernement. Prudence mais espoir chez les Ukrainiens. Kiev a lancé une offensive majeure pour reprendre le contrôle de la ville de Kherson dans le sud du pays, occupée par la Russie depuis le début de la guerre. Il y a des nouvelles comme ça inspire tout le monde. Maintenant, nous devons tous être patients et comprendre les actions de nos unités militaires. Voici les villes frappées par l'armée ukrainienne. Plusieurs frappes ces dernières semaines avaient visé des ponts dans la région de Kherson pour gêner la logistique de l'armée russe. Selon les autorités locales, la première ligne de défense des forces russes dans cette région a été brisée, les forçant à se retirer. Un scénario démenti par l'armée russe qui affirme de son côté avoir repoussé des tentatives d'offensives ukrainiennes dans les régions de Kherson et Mykolaïv. Selon Moscou, les unités ukrainiennes ont subi de lourdes pertes du fait d'une défense active des troupes russes. Plus de 560 militaires ukrainiens tués, a assuré le ministère russe de la Défense. Essentielle pour l'agriculture ukrainienne, cette région de Kherson est aussi stratégique car limitrophe de la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014. Une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route vers la centrale de Zaporijia et devrait avoir accès au site dans les prochains jours. Après des semaines de négociations, un accord a été obtenu avec les Russes, dont les soldats occupent la centrale depuis les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine. Sans exagération, cette mission sera la plus difficile de l'histoire de l'AIEA, étant donné les intenses combats menés par la Fédération de Russie sur le terrain et la manière très flagrante avec laquelle la Russie tente de légitimer sa présence sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijia. Kiev accuse Moscou de bombarder les villes ukrainiennes depuis la centrale de Zaporijia. De son côté, le Kremlin, via son porte-parole, Dmitry Peskov, accuse l'Ukraine de bombarder la centrale. La Russie assure par ailleurs soutenir la mission des experts de l'AIEA et qu'elle restera ouverte à la coopération avec l'agence onusienne en charge du nucléaire. Face au bombardement autour de la centrale, l'Europe craint une catastrophe nucléaire pire encore que celle de Tchernobyl en 1986. Nous avons une préoccupation commune. La première, la sûreté et la sécurité nucléaire ne sauraient être fragilisées par cette guerre. Et donc cette mission est importante, elle doit préserver cette centrale et la sécurité de la sûreté de toute la région. La deuxième, c'est que la souveraineté ukrainienne sur cette centrale ne doit pas être contestée. Le nucléaire ne doit pas être un objet de la guerre et il est important de défendre là aussi la souveraineté ukrainienne sur cette centrale.
Ces dernières heures, Kiev et Moscou s'accusent à nouveau de frappes dans la région de Zaporijia. Selon les Ukrainiens, des bombardements sur Nikopol et Enerhodar ont fait 1 mort et 10 blessés. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que l'Union européenne avait besoin d'une série de réformes et d'accepter de nouveaux membres afin de faire face à des concurrents comme la Russie et la Chine. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne devrait s'orienter vers un système de prise de décision à la majorité au lieu des règles actuelles de l'unanimité. Cela permettra l'élargissement futur de l'Union européenne à 30 ou même à 36 membres. Je plaide pour l'élargissement de l'Union européenne aux États des Balkans occidentaux, à l'Ukraine, à la Moldavie et dans le futur à la Géorgie également. Olaf Scholz s'est dit favorable à l'extension de la zone européenne de libre circulation Schengen à la Croatie, la Roumanie et à la Bulgarie. Pour garantir la paix sur le continent, le chancelier propose de construire un nouveau système de défense aérienne pour l'Europe. Un tel système européen commun de défense aérienne ne serait pas seulement moins cher et plus efficace que lorsque chaque État membre construit son propre système antiaérien coûteux et très complexe. Il serait également un avantage pour la sécurité de l'Europe et un excellent exemple de ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de renforcer le pilier européen de l'OTAN. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également exhorté l'Europe à relever les défis posés par la Russie et la Chine. Lors du forum stratégique de Bled en Slovénie, elle a déclaré que la première étape était de mettre fin à la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes. Elle a ajouté que la conception actuelle du marché de l'électricité était obsolète et devait être modifiée. Il a été développé pour des circonstances complètement différentes et des objectifs complètement différents. Il n'est plus adapté aux besoins. Et c'est pourquoi nous, la Commission, travaillons maintenant à une intervention d'urgence et à une réforme structurelle du marché de l'électricité. Entre-temps, le Conseil européen a annoncé la tenue d'une réunion extraordinaire des ministres de l'énergie à la fin de la semaine prochaine pour faire face à la crise énergétique actuelle dans l'Union européenne. Au Royaume-Uni, les arrêts de travail touchent désormais la poste, les dockers, les services ferroviaires, les chauffeurs et même les avocats qui protestent eux aussi contre la dégringolade du pouvoir d'achat. L'inflation dépasse désormais les 10% et pourrait atteindre 18% en avril. Le mécontentement semble toucher tout le pays. Cela n'a rien à voir avec une stratégie nationale. Tout se passe au niveau local. Et cela reflète ce qui se passe ailleurs, parce que les gens dans tout le pays ressentent la même chose. Voilà pourquoi cela semble être coordonné, parce que partout les gens ressentent la même chose et arrivent à la même conclusion. Trop, c'est trop. Nous n'allons plus accepter cela. À Londres, les chauffeurs de bus dénoncent des augmentations de salaires inférieures à l'inflation. C'est une action qui touche des secteurs et des activités différents parce que tout le monde souffre financièrement. C'est sans précédent et ça peut s'intensifier. C'est une question cruciale pour les conducteurs parce que le coût de la vie a tellement augmenté et que l'hiver est à nos portes. Ils vont continuer à se battre jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Abdul Hanafi est chauffeur de bus et il se plaint de ses conditions de travail. Notre choix, c'est soit rester au chaud, soit manger. Mais nous voulons les deux. Alors c'est pour ça que nous faisons ça. John Lansworth est un ancien responsable de la société de Ferries P&O. Il a été licencié en mars dernier, en même temps que 800 autres salariés. Il espère que dans cette grève, les syndicats ne céderont rien. La course vers le bas a bel et bien commencé. Et les syndicats ont tout à fait raison d'être proactifs lorsqu'il s'agit de protéger les conditions de travail. Le gouvernement a laissé les ferries P&O s'en tirer en licenciant 800 dockers plus tôt cette année. Les syndicats vous ont aidé ? Ils sont arrivés après pour soutenir, mais c'était trop tard. Le train était parti. Les grèves qui ont marqué l'été qui s'achève pourraient être suivies par des mouvements de colère durant l'hiver qui s'annoncent difficiles au Royaume-Uni.